Construis dès maintenant ta bibliothèque de rêve grâce à la liste des 100 incontournables, une liste 100% gratuite que j'ai construite en prépa, à HEC et en master de philosophie. Bon, comme dirait le général, je vous ai compris. Voici le premier livre dont on va parler aujourd'hui. Je vous les mettrai dorénavant pour toutes mes vidéos, comme ça vous pourrez jumper, vous pourrez me sauter si vous en avez marre que je raconte ma vie sur les livres. Mais je suis désolé, il faut me comprendre, je suis amoureux de ces bouquins, ils ont modifié ma vie profondément. Donc je suis obligé aujourd'hui de commencer par une des plus grandes introductions à mon sens, une des plus belles vulgarisations de la philosophie dite pratique, à savoir Émile Auguste Chartier, dit aussi Alain, le grand professeur de philosophie, la figure la plus belle, l'épitome de la philosophie dans sa beauté enseignante. Pourquoi est-ce que je vous parle des propos sur le bonheur? Parce que pour commencer cette longue liste de livres qui m'ont passionné, j'ai pas voulu partir sur les grands classiques. J'ai pas voulu vous rabâcher, comme j'ai pu le faire auparavant, La République de Platon, l'Éthique à Nicomaque, l'Éthique de Spinoza, bref. J'ai voulu passer par des livres dont certains sont très connus, d'autres le sont moins, mais qui vous permettront d'entrer, quel que soit votre niveau, dans une philosophie et dans la philosophie qui vous plaira. Et rien ne peut plus vous plaire, à mon sens, que votre bonheur, évidemment. Et c'est là, à mon sens, que pose la question Alain. Alain pose cette question de se dire, mais est-ce que la philosophie, c'est pas un développement personnel plus profond, plus riche, plus beau? Moi, c'est ma petite idée, c'est ma petite conviction, mais je vous avoue que l'approche d'Alain, elle est belle en ce sens qu'elle est inspirée par les stoïciens, fondamentalement parce qu'il vous apprend que votre bonheur est dépendant de vous, dépendant de votre maîtrise de soi, de votre équilibre intérieur et de votre capacité à sortir de cette dépendance aux conditions extérieures, mais il le fait dans une structure d'un livre extrêmement intéressante, extrêmement pertinente et accessible. Pourquoi? Parce que les propos sur le bonheur sont découpés en tout petits chapitres. Et ça vous permet, non pas forcément à l'image des pensées pour soi-même de Marc Aurèle, de rentrer, de pénétrer dans le livre de la manière dont vous le souhaitez. C'est ce que je fais, c'est la méthodologie que j'approche, la méthodologie d'approche des livres que j'enseigne dans le tremplin, donc dans mes cours avec certaines personnes. Et l'idée, c'est de voir que certains livres sont pénétrables de par plein de manières différentes, par votre goût, par votre plaisir, par votre intérêt à l'instant T. Donc les propos sur le bonheur se lisent comme le grand classique de Marc Aurèle. Il se lit simplement en ouvrant un chapitre, en voyant si le titre du chapitre vous intéresse, en lisant ces 4-5 pages et ensuite en repassant à une lecture qui vous est plus profonde, plus transversale ces derniers temps. Et c'est ça qui va être beau avec Alain, c'est la facilité, l'accessibilité du savoir, écrit magnifiquement bien, avec un enseignant qui vous parle, c'est ça qui est intéressant et qui va le rendre accessible à un large public. C'est pour ça que je commence par Alain, et c'est parce que, tout simplement, ça modifiera votre vision du bonheur et très certainement, ça vous rendra heureux au moment où vous le lirez. On enchaîne avec les pensées de Blaise Pascal. Alors, là, je sais que certains d'entre vous vont skipper en se disant « Bon, oui, ok, je connais les pensées, bon... » C'est un classique, je sais que je vais le lire un jour, etc. Malheureusement, vous allez peut-être tomber dans le panneau dans lequel moi je suis tombé, à savoir se dire, bah, c'est simple, je vais lire les pensées comme un livre habituel, c'est-à-dire je vais commencer par les chapitres qui me plaisent, ou alors je vais commencer au début et puis je vais voir où ça m'emmène. Naturellement, un des plus grands ouvrages, si ce n'est peut-être l'ouvrage de philosophie le plus bouleversant dans l'histoire de la philosophie, et pourtant extrêmement simple dans sa construction, ne se lit pas comme tous les ouvrages. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les pensées, c'est déjà, à mon sens, l'expérience de lecture des pensées de Blaise Pascal, c'est une expérience de lecture qui est fondamentalement renversante, surtout pour un esprit jeune. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Dans une précédente vidéo, je vous expliquais que j'étais rentré dans la philosophie par la critique de la faculté de juger, oui, et je ne connaissais pas, je n'avais pas forcément la curiosité, j'avais des idées un petit peu précises sur certains des grands thèmes de la philosophie notamment, et ce que m'a fait me rendre compte, Pascal, c'était que j'avais des a priori et des vérités au fond de moi sur, par exemple, la religion,
qui était vraiment enraciné dans ma pensée, et Pascal, simplement par ses pensées, par ses petites réflexions, sa petite logique, notamment le fameux passage que vous allez rencontrer, que vous allez adorer dans les pensées, à savoir le pari de Pascal, c'est extrêmement intéressant puisque la beauté de la pensée chez un des plus grands génies que l'humanité ait pu compter, eh bien, Pascal va vous faire venir par la pensée sur des sujets qui vont outre votre pensée. Il va vous faire rendre compte que finalement, vous n'avez pas forcément réfléchi à autant de sujets sur lesquels vous avez de si belles vérités, si bien ancrées, si bien défendues. Et il va vous mettre face à vous un espèce de mur avec une échelle et va vous faire cette proposition à chaque pensée, au fur et à mesure que vous avancez dans cette lecture, de OK, maintenant si tu me suis avec ta raison, peut-être que je vais te faire découvrir des chemins que ton esprit critique notamment, n'avait pas forcément voulu te faire emprunter plus tôt. Et en ce sens, les pensées de Pascal, qui sont en fait des fragments, hein, c'est un ouvrage que Pascal n'a jamais vraiment terminé, mais, euh, mais qui heureusement a été construit sous forme de livre, et dont le but premier était de défendre le christianisme. Et on parle d'un des plus grands ouvrages de philosophie, alors que le but premier était de défendre une religion qui aujourd'hui, de manière générale, la religion perd de sa place et de sa dynamique. Et ça, c'est extrêmement intéressant, c'est pour ça qu'il est éternellement actuel à mon sens, et qu'il restera de toute façon à jamais un des plus grands piliers de la philosophie, un classique qui en influença tellement d'autres par la suite qu'il est nécessaire de le comprendre pour les comprendre, naturellement. Et ce n'est pas un paradoxe si le prochain livre dont je vous parle, à savoir Les Essais de Montaigne, un autre classique dont vous allez forcément encore une fois vous dire «Oh, moi ça je vais le lire, tranquille, tranquille, laisse-moi le temps, ça ira, ça viendra, etc.» Bah, vous allez peut-être encore, comme moi, parce que j'ai fait un tas d'erreurs de toute façon en rencontrant la philosophie, la plus grande étant celle dont je vais vous parler juste après avec Kant, eh ben, vous allez vous dire, ok, mais les essais de Montaigne, bon, bah, tranquille, c'est un des plus grands ouvrages de la philosophie, mais je pourrais le lire, franchement, comme ça, en une lecture, et puis ça passera. Alors, déjà, c'est pas forcément possible parce que les essais de Montaigne, c'est précisément des essais qui abordent une multiplicité extrêmement vaste de sujets, tous les uns des autres un petit peu connectés, mais un petit peu trop proches du quotidien. À quoi ça me fait penser en fait? Ça me fait penser à la première conférence que j'ai faite, enfin pas que j'ai faite, mais à laquelle j'ai assisté à HEC, qui était la conférence d'Antoine Frérot, qui était peut-être à l'époque PDG de Veolia, et qui disait, enfin moi c'est ça qui m'avait ébloui de cette conférence qui était autrement un petit peu chiante, eh bien c'était le fait qu'il disait, par contre, je garde une place fondamentale dans ma vie grâce aux essais de Montaigne. Et il avait dit cette phrase dans toute une conférence d'une heure, et moi ça m'avait, bah, tout de suite ce que j'avais fait, c'est que j'avais sorti mon téléphone et je me suis dit, hop hop hop, ça mon Thomas, ça passe sur la liste et on attaque. Ben à l'époque, je connaissais pas les essais, enfin je connaissais les essais de nom, mais je savais pas de quoi était fait ce colosse et ce à quoi il allait me faire advenir dans ma pensée. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que au détour d'un certain passage, Montaigne va vous expliquer, avec certainement une des plus belles phrases d'amour que vous pourrez réutiliser, que ce soit vous, messieurs, ou vous, mesdames, à la personne que vous aimez, son amour pour un autre philosophe dont on va aborder d'ailleurs le classique plus tard dans cette liste, à savoir Étienne de la Boétie, en disant parce que c'était lui, parce que c'était moi. Bon, voilà. Il n'y a pas de plus beau. Vous voyez à mon sourire que même là, ça me prend parce que enfin, il n'y a qu'un Montaigne pour vous montrer autant de profondeur émotionnelle et de beauté, hein. On parle de quelqu'un. Enfin, les essais de Montaigne, c'est du XVIe siècle, hein. Donc, on n'est pas. Voilà, c'est pas une déclaration d'amour comme on les entend au XXIe. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est un petit peu ce que vous pourrez vous dire à la fin de cette lecture. Vous regarderez ce livre et vous direz l'expérience si unique que j'ai pu avoir
en lisant ce livre, en le relisant une première, une deuxième, une cinquième, enfin des centaines de fois même dans votre vie, je vous le souhaite, c'est qu'à chaque fois, vous allez tisser une relation d'autant plus profonde avec Michel de Montaigne et vous allez avoir cette impression assez folle de se dire que cette personne qui existait il y a plus de 500 ans, en fait, c'est comme si elle était là et que sa pensée est tellement profonde, tellement belle qu'elle dépasse, qu'elle est au-delà du temps, qu'elle est atemporelle, intemporelle. D'ailleurs, vous irez voir la différence, c'est assez intéressant à comprendre la différence entre ces deux mots. C'est pour ça qu'il faut vivre et lire les essais. Vous voyez, je suis en train de vous dire vivre les essais, enfin, parce que c'est une expérience qui se vit avant qu'une expérience qui se lit, et parce que tout simplement c'est les essais de Montaigne et que c'est peut-être l'incarnation pour beaucoup de philosophes par la suite, c'est peut-être l'incarnation la plus parfaite du philosophe. Donc juste pour ça, foncez, quoi, tout simplement. Alors, on enchaîne par, je vais vous en mettre deux, comme ça va vous faire plaisir. On va attaquer par la crise de la culture d'Hannah Arendt. Pourquoi est-ce que je vous parle de la crise de la culture? Bah, tout simplement parce que j'ai l'impression que ce que j'ai fait depuis ce début, c'est un petit peu vous montrer de très belles introductions. Et maintenant, j'ai envie de passer le cap de l'introduction à la philosophie et de vous proposer des livres que moi j'aime bien appeler dans mes cours ou même dans la vie de manière générale, des espèces de guides de survie. Qu'est-ce que j'entends par un guide de survie? Eh ben, la crise de la culture, c'est quand même le guide de survie fondamental du citoyen éclairé, que ce soit du 20e ou du 21e. Et à mon avis, jusqu'au 25e siècle, il y aura toujours de la pertinence à lire Arendt. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce qu'Arendt aborde déjà avec les yeux d'une des plus grandes philosophes, à mon sens, du XXe siècle, et c'est une femme, donc c'est important de le noter, parce que c'est rare en philosophie, on aimerait avoir naturellement plus de femmes dans l'histoire de la philosophie, mais bon, les temps et l'histoire a fait que c'est comme ça. Mais Hannah Arendt, là, les gars, on parle quand même d'une machine de guerre. Pourquoi est-ce que je vous parle d'Hannah Arendt? Parce que déjà, c'est une introduction à la société de consommation dans laquelle on vit de manière perpétuelle et de manière de toujours plus intense. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi cette manière d'aborder la culture, notamment un des passages les plus importants et les plus intéressants à lire, à mon sens, de la crise de la culture, qui est donc aussi segmenté en différents chapitres qui aborderont des sujets précis, donc très facile à lire, ça peut s'intégrer de manière très intéressante dans des lectures parallèles, etc. La crise de l'éducation. Arendt vous ouvre les yeux sur le moment charnière qu'on est en train de vivre dans l'histoire de l'éducation, que ce soit mondiale, par des principes et des concepts philosophiques abordés, travaillés par un des plus grands esprits du XXe siècle. C'est pour ça qu'il est important de lire ceci, parce que ça éclairera déjà vos idées politiques et de manière plus introspective votre vie personnelle, en ce sens que, par exemple, moi je suis extrêmement fier d'avoir croisé le chemin d'Hannah Arendt, par exemple, dans mon chemin pour devenir père. C'est que je me dis, ok, ça va m'apporter des choses fondamentales dans ma relation avec ma femme, dans ma relation avec mes enfants, et de manière générale avec autrui, avec un grand A, dans la société. C'est précisément pour ça qu'il faut lire Arendt urgemment, mais qu'il faut prendre son temps pour rentrer dedans. La crise de la culture, c'est une parfaite introduction. Ensuite, vous partirez peut-être sur la condition de l'homme moderne, etc. Mais de toute façon, je sais que vous allez adorer, et c'est très très accessible en vérité. La crise de la culture, foncez. Évidemment, comme je suis tête en l'air et que je suis trop pris par mes paroles, j'ai oublié de vous parler de la collection chez Duno, Nom du philosophe tiré à la plage. D'ailleurs, c'est pas que des philosophes, hein, j'en ai aussi sur Schrödinger, Kant et tout. Cette collection à la plage, franchement, vous allez adorer. C'est une collection peut-être un peu chère, c'est des livres d'autour de 14-15 euros, mais qui vous font des introductions à des grands penseurs, à des domaines d'ailleurs extrêmement difficiles. J'en ai un sur Schrödinger, c'est génial, et il y a celui sur Arendt évidemment, qui aborde par un des spécialistes de manière extrêmement détendue, extrêmement calme, une très belle introduction à un penseur, sans rentrer dans quelque chose de très académique, mais en vous donnant des illustrations très claires. Pour ceux qui se découvrent une passion pour la philosophie, qui veulent en lire pas beaucoup, mais avoir de belles introductions
et ne pas se sentir perdu directement dans les écrits de certains auteurs et certains philosophes qui parfois sont un peu abscons, eh ben, foncez sur cette collection. Et je mentionne aussi la collection Apprendre à philosopher avec, que je recommande souvent et qui devrait largement vous satisfaire. J'enchaîne cette fois-ci. Alors lui, je l'avais trouvé parce que bah, il est tellement important dans ma vie que j'ai été obligé de vous le sortir. En fait, je vais aborder Kant. Je me suis écrit les critiques. On peut rassembler les trois critiques de Kant sous le terme la critique. Là, je vous ai pris la critique de la faculté de juger parce qu'il faut se dire que ce petit truc, ça, mesdames et messieurs, pour vous, c'est rien. Mais pour moi, c'est le premier livre que j'ai acheté en troisième ou quatrième au collège. Et c'est le premier livre où je me suis dit, ah tiens, super, je vais découvrir un peu de philo. Et je me suis lancé dans la critique de la faculté de juger. Bon, si vous passez en librairie et que vous allez ouvrir Kant à la page 50 de la critique de la faculté de juger, vous allez vous dire, bon, c'est clair que c'est pas le meilleur moyen d'entrer dans la philosophie. Pourquoi? Eh ben, bah, tout simplement parce que il faut être préparé à lire Kant, mais je veux revenir sur la dimension absolument, euh, non pas non pas fondamentale, parce qu'à chaque fois j'utilise ce genre de mots, mais structurelle. Je pense que c'est le bon terme, c'est que la pensée kantienne, pour ceux qui veulent avoir des outils de compréhension de la philosophie de manière générale, même si chez Kant, dans ses écrits, c'est assez abscon, c'est assez difficile à rentrer, à comprendre, etc. C'est beaucoup de logique, c'est un style rhétorique qui est assez compliqué à pénétrer, mais il existe évidemment dans les différentes collections dont je vous ai parlé juste avant, dans la collection À la plage et dans la collection Apprendre à philosopher avec, des introductions extrêmement intéressantes et pertinentes. Et pourquoi est-ce que je vous parle de la critique à la fois de la faculté de juger, de la raison pure, etc. C'est parce que quand il pose les jalons de la pensée humaine, de l'entendement, etc., et il va simplement par des concepts relativement simples vous faire changer votre manière de comprendre le monde, la manière dont vous le percevez, et il va marquer un tournant tellement fort dans la philosophie qu'il est absolument nécessaire de repasser par Kant, pouvoir le lire, pouvoir s'octroyer des moments où on va essayer de comprendre cette logique qui parle de choses pourtant extrêmement, j'ai pas envie de dire simples, mais extrêmement pratiques, quand on en sort du monde des idées et qu'on ramène ces idées vendues comme étant théoriques, mais en réalité fondamentalement pratiques, puisqu'elles s'appliquent à chaque nanoseconde de votre vie. Et bien, la pensée kantienne vous permet euh, de comprendre, voilà, la notion d'espace, de temps, de pensée, d'expérience, de conditions préalables, etc., qui vont vous permettre de structurer votre pensée et de comprendre que la philosophie ne trouve pas uniquement sa beauté dans la dimension pratique, et qu'elle trouve aussi toute sa beauté dans la dimension théorique. Et en vous faisant mieux comprendre le théorique, on naturellement, on nourrit le pratique et vice-versa, c'est un cercle. Et c'est pour ça que le cercle, à mon avis, de la philosophie, l'arbre de la philosophie, c'est toujours quelque chose qui se nourrit d'interconnexion. Kant, c'est un pilier absolument fondamental. Lancez-vous, trouvez les bons livres d'introduction à Kant. Alors moi, je vous ai parlé de la collection À la plage, la collection Apprendre à philosopher. Vous trouverez de nombreuses collections sur le kantisme et sur des introductions à Kant. Regardez juste les avis pour savoir quelle est la bonne. Certains d'entre vous, je sais qu'il y a des spécialistes de philosophie qui sont sur la chaîne et qui regardent cette vidéo. Si vous pouvez mettre en commentaire vos suggestions, évidemment, je vous en serai 1000 fois reconnaissant. Et merci à chaque fois de m'éclairer de vos recommandations. C'est toujours un plaisir de discuter, évidemment. Maintenant, alors je sais pas, enfin je sais pourquoi je souris. Vous allez comprendre pourquoi mon sourire est un petit peu ambigu, parce que le livre dont je vais vous parler maintenant, c'est Surveiller et punir de Michel Foucault. Euh, c'est un livre de philosophie des plus abruptes sur le sujet qui est abordé, mais qui est d'une beauté, et toujours avec la plume de Foucault qui est toujours d'une richesse absolue. Pourquoi j'ai souri? Parce que, à mon sens, c'est une des introductions, donc l'introduction
de Surveiller et punir par Michel Foucault est celle qui m'a le plus marqué. Je crois que cette image de Damien, si j'ai le bon souvenir, de Damien, je vous en dis pas plus, mais ceux qui iront lire se rendront compte. Moi, ça m'a marqué pendant des semaines entières. Foucault s'est investi de sa personne, et c'est ça, à mon avis, la beauté du philosophe, s'est investi de la personne en allant dans des prisons pour documenter le fonctionnement des systèmes de pouvoir et de la surveillance. Pourquoi c'est intéressant? Déjà parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par les dynamiques de pouvoir. Donc on a l'avènement, surtout aujourd'hui, par de grands philosophes encore contemporains, et surtout par la prégnance de ces sujets, eh bien, l'importance d'analyser avec le biais de la philosophie politique toutes ces problématiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que sous la plume de Foucault, c'est une plume de quelqu'un qui est allé rechercher dans l'histoire. Donc il remonte au 16e, même 15e siècle, si je me souviens, et il va analyser des concepts qui vont visuellement vous marquer. Moi, naturellement, le concept auquel on pense quand on lit Surveiller et punir, c'est évidemment le panoptique de Bentham, de Jérémy Bentham. Pourquoi c'est important de comprendre le panoptique? Déjà, allez voir ce que c'est que le panoptique, cette dimension de vision et de contrôle à 360 degrés avec tout un mécanisme qui empêche ceux qui sont contrôlés de voir qui les contrôle et de donc, de facto, pouvoir être contrôlé sans jamais s'en rendre compte et donc d'être contrôlé à l'éternité, à l'infini. C'est ça, en fait, c'est pour ça qu'il faut lire Michel Foucault. Enfin, je veux dire, c'est absolument magnifique. J'ai même pris une règle pour faire si c'est pas mignon ça, j'ai pris une règle pour faire mes petits traits là devant les livres, tellement j'avais envie d'être propre quand je lisais ça. C'est absolument unique. C'est absolument unique comme lecture et c'est extrêmement visuel, parfois sous des traits extrêmement choquants, mais extrêmement choquants parce qu'il vous le rappelle à une réalité qui est plus que vraie, qui est plus que présente, qui est omniprésente aujourd'hui. Et c'est en ce sens qu'à mon avis, la beauté des écrits de Foucault, et surtout de celui-ci, l'histoire de la sexualité, c'est aussi quelque chose de très intéressant, mais c'est une dimension beaucoup plus euh, pas historiciste. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est beaucoup plus avec des exemples, etc. Là, on parle d'un essai qui quoi tient en 300, ouais, voilà, 360 pages, et qui va certainement vous donner une des expériences de lecture les plus marquantes de votre vie en philosophie. Bon, et puis bon, voilà, c'est Michel Foucault, hein, faut se lancer un moment. Mesdames et messieurs, allez acheter Surveiller et punir de Michel Foucault, c'est absolument magnifique. Et là, maintenant, je vais vous parler de l'amoureux. Ça, on ne saura jamais, ou peut-être qu'on sait, je sais pas. Mais l'amoureux de Montaigne, savoir Étienne de la Boétie, qui a écrit à ses 18 ans. Il a écrit un livre de philosophie politique à 18 ans, à son époque, c'est-à-dire au 16e, qui va bouleverser la philosophie politique à vie. Encore aujourd'hui, c'est absolument fondamental. Le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, la notion selon laquelle les populations acceptent volontairement la tyrannie dont ils sont les victimes, notamment pour éclairer toutes les notions de Révolution française, etc., c'est quand même quelque chose qui permet de comprendre le pouvoir dans son exubérance, le pouvoir dans sa dimension absolument prédatrice, qui est extrêmement actuelle. Il faut aller le lire parce que le discours de la servitude volontaire, c'est extrêmement court, c'est un uppercut, c'est-à-dire que ça va vous prendre 1 heure et demie, 2 heures, prenez ça, comme disait comme disait mon ancien prof de philo, vous allez aux toilettes, vous y restez une petite heure, 1 heure et demie, et vous calez ça, et c'est simplement une expérience qui, c'est beau quand même de pouvoir lire un livre et de pouvoir, en le finissant, se dire, OK, là, il y a une idée qui va rester en moi à vie et qui, dès que je vais lire sur de la politique, sur des événements politiques, sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays,
sur ce qui se passe dans les autres pays, mais sur ce qui se passe dans les notions de pouvoir, dans les notions de pouvoir interpersonnel, c'est-à-dire entre vous, vos potes, votre famille, votre amoureuse, votre amoureux, etc. Et ben Étienne de la Boétie vous dit: «Ah, bah, cette petite idée, garde-la avec toi, cher ami, elle va toujours te servir». Et voilà, juste pour ça, c'est magnifique, il faut aller lire Étienne de la Boétie. Alors, tout à l'heure, je vous ai menti. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que j'allais pas vous parler de Platon et bah, en fait, je vais devoir vous en parler tout simplement parce que le François Châtelet de Platon, enfin plutôt le Platon de François Châtelet, c'est un des livres qui m'a donné goût à la philosophie et surtout parce qu'il m'a été imposé. Pourquoi? Parce qu'il figurait dans la bibliographie des bouquins donc à lire, avant mon entrée en prépa et que avec brio, mes 2 professeurs de philosophie m'ont recommandé de lire François Châtelet. François Châtelet qui permettait d'une certaine manière d'avoir une vision panoramique de la pensée platonicienne, évidemment pas exhaustive, mais de pouvoir la voir dans un bijou de vulgarisation qui fait très exactement 250 pages. Pourquoi est-ce que c'est beau d'avoir cette dimension englobante de Platon? Eh bien, tout simplement parce que c'est un des livres que j'ai certainement le plus corné de ma vie. Enfin, là, je suis en train de passer les pages, c'est simple, toutes les 3 pages, j'ai dû m'arrêter pour me dire, oh là là, c'est magnifique. Mais si vous me connaissez, ce que j'aime aussi, c'est la dimension visuelle des livres. Et pourquoi j'insiste sur le François Châtelet, c'est que c'est la première fois que j'ai vu de la philosophie expliquée de manière géométrique. Ce que je voulais vous montrer, c'était la dimension visuelle. Et par exemple, ce schéma, alors vous n'allez pas le voir, je suis désolé, je ne suis pas Steven Spielberg, mais vous m'avez compris. Ce qui est très intéressant, c'est la dimension d'intégrer des visuels, des explications de concepts philosophiques par des mécanismes logiques ou visuels qui permettront de davantage ancrer le concept en vous et de lui trouver une application vraiment très concrète. Et là, c'est très intéressant parce que François Châtelet, bah, je pense que c'est une introduction qui déjà ne s'arrête pas uniquement au Platon, philosophie politique. Il va vraiment s'élargir à la dimension, bah, extrêmement, 360° de Platon, un des fondateurs, un des piliers, les plus gigantesques de la philosophie. Mais sous la plume de François Châtelet, qui est, à mon sens, un vrai spécialiste de Platon, va analyser bah, la notion de maïotique, la notion de dialogue, l'importance de Socrate, les influences, la place de Platon dans ce contexte, etc. Et autant de richesses, d'introduction, de simplicité à lire un des piliers les plus fondamentaux de la philosophie de manière générale, tout ça en juste 250 pages, ça vaut absolument le détour. Moi, c'est un livre que je garde vraiment très précieusement. Il est toujours dans ma petite bibliothèque où je garde ces livres qui, moi, m'ont marqué et que je veux garder proche de moi, tout simplement dans ma chambre. Allez lire François Châtelet, achetez-le en neuf pour lui donner de l'argent à lui, à sa famille. Voilà, c'est ce qui faut financer ce genre de personnes. Merci. Bon, alors il fallait bien que j'y passe. On va passer à Nietzsche. Évidemment, je vous ai trouvé tous les bouquins de Nietzsche que j'ai, mais pas le bon. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Le Crépuscule des idoles de Friedrich Nietzsche. Pourquoi? Parce que de ceux que j'ai lus, qui est quand même, enfin, j'ai pas tout lu chez Nietzsche, mais quand même une grosse partie. Loin de là, j'ai tout compris, alors ça c'est clair. Mais dans ce livre, déjà, on parle du Nietzsche, ce que je recommande d'ailleurs, allez lire Nietzsche de Karl Jaspers. J'espère que je me trompe pas. C'est Karl Jaspers qui a fait une magnifique introduction à Nietzsche. Mais là, on parle du Nietzsche de la fin des années 80, pas les années disco, hein, les 1880. Je crois que c'est genre en 88. Et c'est juste avant qu'ils sombre dans la folie. Et c'est là qu'on commence à avoir le Nietzsche qui déjà vous met le Nietzsche un peu Mike Tyson, au sens où bah, on va parler du Nietzsche où le sous-titre du livre, c'est Comment on philosophe avec un marteau. Bon, ça, on connaît la philosophie avec le marteau de Nietzsche, mais ce que je veux dire, c'est que le crépuscule des idoles, alors après Par-delà et bien et mal, après la généalogie de la morale, évidemment, mais avant Ainsi parlait Zarathustra,
Je trouve que le crépuscule des idoles, c'est celui qui va vous prendre le plus au triple et surtout nous, parce qu'on est des occidentaux. Alors évidemment, si j'ai des amis, africains, asiatiques qui nous écoutent, bon je suis désolé, mais là je parle un peu plus de ce tubercule qu'on peut se prendre quand on est un occidental. Mais c'est cette logique de Nietzsche qui casse la figure du Socrate, par exemple. Socrate, le provocateur, évidemment toute la morale chrétienne qui en prend une claque aussi de son côté. Et toute cette notion assez fondamentale, toujours dans un livre extrêmement condensé, sous la plume vraiment acerbe de Nietzsche, des valeurs morales chrétiennes, de la réévaluation des valeurs. Et je vois que Nietzsche a toujours une place. Alors là, cette dernière décennie, il a pris une place extrêmement importante parce que on ne sait pas pourquoi, mais il y a plein de mecs du développement personnel qui aiment faire des pompes, qui se sont dit, ok, mais en fait, je suis complètement nietzschéen. Bon, messieurs, il faut poser un peu les haltères et soulever davantage les nombreuses pages de Nietzsche et se rendre compte qu'on a aussi pas mal de différences avec lui. Hein. C'est pas parce qu'on se lève à 6 heures et qu'on boit du café qu'on est nietzschéen. Mais lire Nietzsche dans le texte, lire Nietzsche par ceux qui ont travaillé sur Nietzsche, on parle quand même du philosophe, à mon avis, dont la philosophie et le concept le plus proche de Nietzsche, c'est la dimension interprétative. En tout cas, c'est l'approche de Karl Jaspers. Moi, c'est comme ça que j'ai été introduit à Nietzsche. La notion d'interprétation, enfin pas de dialectique, mais disons c'est une pensée que vous n'allez pas pouvoir cibler. Ça, j'aimerais y passer un peu de temps parce que Dieu que c'est colossal, Nietzsche va dire tout et son contraire dans ses livres. Donc n'espérez pas avoir quelque chose comme un cours extrêmement bien construit sur lequel vous allez pouvoir vous dire ah super, ok, bon bah là alors lui il pense ça des valeurs chrétiennes. Non, 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 non. Nietzsche, c'est la fluctuation de la pensée dans sa beauté et l'acceptation, voire même, à mon sens, l'adoration de la pensée dans sa mouvance. Il doit y avoir un peu de la notion, pas de Bergson, mais bref. Ce qui est très intéressant, c'est d'accepter que Nietzsche est comme ça et que donc vous ne pouvez pas, ou alors que très difficilement, dire ah ouais, je suis nietzschéen. Et c'est pour ça que le crépuscule des idoles est hyper intéressant, c'est parce que c'est un scud, c'est parce que ça vous prend comme ça et que ça vous donne un avant-goût de qui était ce colosse. Et c'est cool. Franchement, c'est une lecture magnifique. J'adore. Moi, franchement, Nietzsche, j'adore. Bon, ce que j'aime bien faire, c'est faire des enchaînements quand je vous fais des recommandations de livres. Et là, le truc, c'est que on va partir du discours de la méthode de Descartes pour ensuite passer à son next level, à ses petits enfants de la pensée qu'on verra plus tard. Mais comme c'est plus difficile, je voulais vous l'introduire à la fin. Mais le truc, c'est que pour lire le discours de la méthode, déjà ça se lit très simplement dans le texte, mais ce qui est très intéressant, c'est de lire avec un livre qui m'a été conseillé, qui nous a été conseillé en prépa par notre prof de philo, à savoir le livre de Denis Cambouchner qui s'appelle Descartes n'a pas dit. Pourquoi est-ce que je vous recommande un livre qui s'appelle Descartes n'a pas dit? C'est très intéressant parce que beaucoup de gens ont tendance à dire plein de choses sur surtout les grands philosophes parce qu'on en parle beaucoup et que par définition, la succession, l'accumulation et la sédimentation des paroles sur des philosophes font que parfois, ça brouille leurs pensées et parfois on en dit un peu des conneries. Et ce qui est très intéressant, c'est que pourquoi le discours de la méthode spécifiquement? Déjà, c'est parce que dedans, vous allez y trouver un des passages les plus importants de la philosophie moderne, à savoir je pense donc je suis le cogito, le cogito, comme on a pu l'entendre. Ce qui est très intéressant, c'est que le Descartes, il va être extrêmement pertinent dans son approche et ce livre donne un goût de la méthodologie et de cette capacité à pouvoir construire sa pensée par la succession de choses qui sont vraies, fonctionnelles, pertinentes et qui, cumulées entre elles, vous permettent par la suite, moi, de comprendre comment fonctionne un argumentaire, comment est-ce que je vais construire une dissertation. Eh bien, en donnant des idées que j'avance, des hypothèses, des exemples qui permettent de les expliquer, et partant de ça, peut-être cumuler avec un deuxième argument. Et donc, dans cette logique, on va pouvoir apprendre avec sous nos yeux un des plus grands penseurs de tous les temps, cette capacité vraiment fondamentale à penser, à profondément penser, et évidemment avoir
ce à quoi la pensée nous permet d'advenir lorsqu'elle est bien construite. Et la beauté de Descartes, c'est que ça va vous permettre déjà de comprendre, à mon sens, une grande partie de la modernité, une grande partie de ce qu'on pourrait appeler l'histoire contemporaine sous son aspect scientifique. Certains pourraient dire scientiste. C'est pour ça tout à l'heure que je vous parlerai, si j'ai le temps, d'un autre classique qui est très peu connu, mais moi qui m'a bouleversé. Et passant de Descartes, maintenant on va attaquer, mais en fait, je vais vous les faire les 3 ensemble, comme ça va être plus marrant. Je vais attaquer un colosse, à savoir Martin Heidegger, Être et temps, qui là, moi, plus récemment, m'a vraiment bouleversé. Là, on passe un cap en termes de difficulté. Si le discours de la méthode, c'est un livre très simple à lire, Être et temps d'Heidegger, c'est plus complexe, c'est beaucoup plus abscon. Il faut savoir se le dire, il faut savoir le comprendre. Mais l'expérience de pensée, l'expérience de lecture que ça va vous donner, que Heidegger donne souvent, et surtout dans Être et temps, je trouve, c'est quelque chose qui est absolument renversant. Moi, j'ai découvert une passion pour Heidegger en début d'année. Je m'y connais pas du tout. C'est une philosophie extrêmement complexe, mais dont la puissance, parce que j'avais déjà lu les méditations cartésiennes de Husserl, donc son professeur, Husserl qui repart à la base du cogito et qui vont repartir en fait de la notion fondamentale euh, de l'être et de comprendre que le terme être, donc l'auxiliaire être qu'on utilise si souvent, le non-être, la notion d'existence, qu'est-ce qu'un être, qu'est-ce qu'un étant, etc. En fait, ce que se propose Heidegger, si je pouvais vous donner un moyen un petit peu vulgaire de vous expliquer la profondeur du projet et à quel point elle est renversante, moi j'aime bien expliquer ma lecture d'Heidegger par le fait que le projet qu'a eu Heidegger, c'est de comprendre, de trouver de nouvelles significations que toute l'humanité, tous les plus grands philosophes avaient pas forcément omis, mais auxquels ils n'avaient pas pensé. Et vous savez, vous comme moi, que le terme être, l'auxiliaire être, est utilisé absolument. Enfin, il a don d'ubiquité dans notre langue, que ce soit dans la langue française, dans la langue anglaise, partout. La notion d'être, je suis, tu es, il est, c'est absolument partout. Et ce que fait Heidegger, c'est dire ah, mais attendez, vous utilisez être pour dire ça. Mais être, ça veut aussi dire ça, 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 ça. Et donc, tout ce qui a été dit en philosophie, tout ce que vous allez dire en employant le terme être, dès que le terme être est mobilisé dans n'importe quel livre, dans votre futur, dans le passé, etc., trouve une toute nouvelle interprétation parce que vous allez comprendre que être, c'est aussi plein d'autres choses auxquelles vous n'avez jamais pensé. Et à partir de ce moment-là, c'est pour ça que moi je trouve que c'est une logique quand j'ai compris ce truc-là, quand j'ai compris ce qu'Heidegger pouvait appeler être, pouvait appeler un étang, etc., et ce que ça pouvait modifier dans toutes les pensées que j'avais pu découvrir dans les romans, etc., j'ai eu une claque, mais j'ose même pas vous raconter. Enfin, je me souviens que je m'arrêtais, j'avais l'impression d'être Matrix, j'avais l'impression d'être Neo dans Matrix, où je me disais, mais j'ai l'impression de voir un monde complètement différent. J'ai l'impression d'être un aveugle à qui on aurait redonné la vue, sauf que bah c'est à mon âge, quoi, et c'est une claque qui est abrupte. C'est pour ça qu'aussi aller lire des introductions à Heidegger, c'est peut-être certainement la meilleure chose à faire. Et je sais que certains d'entre vous, si aussi vous pouvez donner les meilleurs plans de lecture chez Heidegger, les meilleurs livres par lesquels commencer Heidegger, s'introduire à Heidegger, euh, bah, allez-y, commentez. Mais franchement, allez-y, foncez. La notion de phénoménologie,
la notion d'ontologie sont la science et la compréhension de l'être, c'est absolument renversant et si vous avez le goût du théorique et du côté: «Oh pof, je viens de comprendre un truc qui est absolument radical et qui va changer toute ma vie, toute ma compréhension des choses à vie, juste en quelques lignes comme ça», faut foncer quoi. Et Heidegger, c'est bon. Et pour ceux qui sont germanistes, pour ceux qui parlent un peu allemand, pour ceux qui ont la chance de pouvoir pratiquer la langue, et ben là, vous allez découvrir une telle poésie, un des tels jeux de mots, etc. Bon, c'est colossal. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler d'être étant de Heidegger, et je voulais simplement terminer cette vidéo parce que je vous ai choisi, parce que je sais que vous en êtes friands, une multitude de petits bouquins qui sont des pépites à mon sens, mais que je n'ai pas vraiment réussi à caler. Il y en a 3 en vérité. 4, pardon. Vous me connaissez, je suis un peu gourmand. Je vais vous les faire en one shot comme ça. En fait, c'est un nouveau format que j'aimerais tester sur YouTube ou je sais pas, sur Instagram ou j'en sais rien. Mais l'idée, c'est de vous faire des petites recommandations de livres. Ça va dans tous les sens, hein, soyez prêts. On attaque avec Proust et les signes de Gilles Deleuze. Proust et les signes de Gilles Deleuze, c'est simple, c'est un philosophe absolument génial du XXe siècle qui s'est dit: ok, bah, je vais prendre le plus grand classique de littérature française et peut-être mondiale, le plus grand joyau de la littérature moderne, à savoir À la recherche du temps perdu, et je vais y intégrer une philosophie qui va permettre de comprendre et de déceler l'entièreté des personnages, des systèmes qui existent, interrelationnels qui existent entre les personnages, et je vais vous montrer qu'à l'intérieur, Proust a créé un monde à l'intérieur de son monde. Je vous le dis pas, mais en même temps, je vous le dis, foncez, achetez ça. Deuxième one shot, l'obsolescence de l'homme de Gunther Anders. On parle. Alors là, j'espère que chez vous, il y en a qui frétillent. Et si vous frétillez, faites-le moi savoir. Gunther Anders, c'est la pensée philosophique de quelqu'un qui était d'ailleurs le mari d'Arendt. Et c'est la philosophie de quelqu'un qui a décidé de penser l'homme un petit peu. Je trouve il y a des échos il y a des échos à du Ayn Rand, il y a des échos très intéressants à, à, à tout simplement la modernité, de manière générale, la pensée allemande au XXe siècle. Mais Gunther Anders, ce à quoi il s'attelle, c'est la pensée de l'homme après la découverte de la bombe atomique, du capitalisme et de toutes les conséquences du développement de la technique. Moi, au début de l'année, j'ai eu un vrai kiff à lire des choses sur la technique, l'avènement des technologies. Donc, je suis allé voir du Jacques Ellul et m'est tombé, pas très récemment, Gunther Anders. Autant vous dire que vous allez lire quelques petits chapitres de l'obsolescence de l'homme et vous allez vous dire dans quel monde je suis en train de vivre. C'est une plume absolument incroyable et l'expérience de lecture est proche de ce qu'on peut avoir chez Guy Debord. Donc, bon, bah, c'est vous dire, hein. C'est un beau bébé. Et on termine par du plus léger, mais du plus léger que je voulais mentionner, tout simplement. D'abord, je vous avais parlé de Pierre Hadot, de l'introduction à la pensée de Marc Aurèle, la citadelle intérieure, etc. Là, je vous ai mis la philosophie comme manière de vivre. Je sais que certains d'entre vous adorent la philosophie pratique, adorent Marc Aurèle, adorent Épictète, certainement. Euh, Là, on a Pierre Hadot qui nous explique un petit peu comment la pensée stoïcienne, comment la pensée stoïcienne a pénétré sa vie, comment est-ce qu'il a évolué avec cette pensée et comment en fait les stoïciens l'ont lui-même influencé sur sa manière de philosopher, sur sa manière d'être, et il revient de manière très cordiale, enfin pas cordiale, pardon, informelle, parce que c'est une suite d'entretiens qui ont été faits avec Jannie Carlier et Arnold Davidson, et qui permettent de voir déjà la voix, le parler de Pierre Hadot, déjà, parce que c'est Pierre Hadot et que c'est magnifique, et ça vous fait parler de stoïcisme de manière extrêmement simple, de manière extrêmement légère et avec une pertinence et un génie voilà, indépassable à mes yeux. La philosophie comme manière de vivre, c'est absolument génial, foncez. Et en dernier, parce que je sais que je vous ai parlé de l'éthique, moi récemment j'ai lu le Problème Spinoza de Irving Yalom, peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est un livre très connu. Et je me souviens il y a 2 ans, bah, j'avais voulu lire l'éthique de Spinoza,
qui s'est avéré être un petit peu à l'image de la phénoménologie de l'esprit d'Hegel, à savoir un livre que j'ai absolument rien compris, mais dont je n'ai pas honte d'avoir rien compris parce que ils font partie des livres les plus complexes qui ont jamais été écrits. Et en lisant le problème Spinoza, j'ai appris qu'en fait, si l'éthique est extrêmement complexe à lire, je recommande vraiment à très très peu de gens, sauf ceux qui sont aguerris. Mais le traité théologico-politique, à savoir, comme on l'appelle dans le milieu, le TTP de Spinoza, c'est extrêmement lisible et ça permet de comprendre la pensée spinoziste, une pensée absolument géniale, éclairante au plus haut point sur la philosophie et la pensée moderne. Et c'est extrêmement court, on parle de 300 pages, et c'est beau d'avoir le regard, surtout après avoir connu un petit peu la vie de Spinoza, en regardant un petit peu dans sa biographie. C'est génial le TTP, c'est explicatif de plein de fondements de la philosophie politique et de manière générale pour tous les sujets de séparation de l'Église et de l'État. Bref, vous en avez à boire et à manger sous la plume de Spinoza. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, comme d'hab, j'adore vous faire des recommandations de bouquins. Je vous les ai donnés cette fois-ci. J'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous fait perdre moins de votre temps et j'espère que du coup, vous passerez plus de votre temps à lire. J'espère vous avoir donné des idées. Comme d'habitude, je vous remercie. Je vous dis à très vite et encore belle lecture à vous.